Monsieur le ministre, nous allons progresser dans cette émission et puis nous allons passer à la deuxième rubrique. Voilà, faire du Burkina Faso un pays de tourisme. Le défi est immense. Problème d'accessibilité, d'infrastructures d'accueil, de réhabilitation et de conservation des sites. Le point dans ce reportage. La destination Burkina Faso est prisée par les touristes à cause du dynamisme culturel du pays et surtout de son potentiel touristique. Des cascades de Banfora aux crocodiles sacrés de Sabou et de Bazoulé, des pics de Sendou aux sculptures sur granit de Lango, du mausolée de Gimbi Ouattara au sanctuaire des rois Gan à Gawa, pour ne citer que cela, c'est un éventail de richesses offertes aux visiteurs qui apprennent de la nature et du génie des hommes. Le tourisme burkinabé est un véritable moteur de développement en dépit des défis sécuritaires qui sont les nôtres. Le secteur enregistre chaque année environ 1,5 million de visiteurs étrangers, générant de fait une épargne en devises étrangères et la création d'emplois directs et indirects. D'où la poursuite des actions en vue de son développement par le gouvernement. Pour la seule année 2016, le ministère en charge de la culture a procédé, entre autres, à la mise à niveau d'infrastructures touristiques par leur réhabilitation et leur équipement, au renforcement de l'attractivité touristique dans la zone de l'Ouest, au lancement du processus de classement des restaurants et hôtels pour assurer le contrôle de la qualité des prestations et à la participation du Burkina Faso à des salons internationaux. D'autres actions sont prévues à l'horizon 2020. Il s'agira notamment d'améliorer la qualité et la compétitivité de l'offre touristique nationale afin de promouvoir l'image du Burkina Faso comme destination privilégiée des touristes, d'opérationnaliser le fonds de développement touristique et sa dotation suffisante en ressources pour accompagner les initiatives privées et publiques et d'assurer l'appui aux collectivités territoriales afin qu'elles puissent exercer pleinement leurs compétences en matière de gestion des activités touristiques dans leur espace respectif. Voilà pour ce reportage, Monsieur le ministre. Et tout de suite, la première question d'un citoyen. Est-ce que, au regard même de votre attachement à cette histoire de grotte, est-ce que vous avez un regard par rapport vraiment à la visibilité de cette grotte aujourd'hui? Monsieur le ministre, notre question c'est de voir comment le ministère peut appuyer l'Union de la jeunesse de Djibouti à réaliser ses activités chaque année pour que le site de la grotte militaire soit visible à travers le monde entier. Monsieur le ministre. Bon, je pense que cette grotte, apparemment, elle constitue la principale attraction touristique de la Bougriba. Mais ce n'est pas un problème, même si vous n'avez qu'une seule dent, l'essentiel qu'elle soit blanche. Au niveau de cette grotte, le plus important, c'est de l'aménager. Nous avons fait un tour dans la grotte qui est assez particulière, exceptionnelle, malheureusement qui manque d'aménagement. Nous avons engagé une étude architecturale qui a été lancée. Je crois dès lors que les résultats vont tomber, nous allons procéder au travail qui s'impose. Alors tout de suite, la deuxième question, toujours d'un citoyen sur le terrain. Le ministère va faire quoi avec ces guides-là qui sont en train aujourd'hui là de désister parce qu'aujourd'hui, le boulot ne nourrit même pas son homme. Le ministre, c'est clair. Hein? Oui. Mon cher guide, ce que je peux vous dire, votre avenir, s'il me regarde, votre avenir est lié à l'avenir du tourisme. Chaque Burkinabé et chaque guide doit être ambassadeur, doit être promoteur des différents sites qui existent. On doit se battre pour que le tourisme soit relancé.
si vous prenez les mécanismes de sélection des guides, le ministère ne fait que faire un test de sélection. Et ceux qui sont retenus sont formés sur les techniques de guidage. Mais on ne peut pas dire à ce guide qui est un travail autonome, qui est un travail privé, qu'il y aura un accompagnement en termes salarial. Voilà. Nous allons nous battre avec ces guides, avec tout ce qu'il y a comme structure de promotion de la destination du Burkina Faso pour que le tourisme renaisse. Et si le tourisme renaît, les guides vont renaître. Ah, oui, mais justement, pourquoi dans l'approche, pour un certain nombre quand même de sites touristiques assez importants, justement le ministère aussi n'essaie pas quand même d'encadrer ce domaine parce que c'est quand même très important. Et on a vu aussi que justement avec le problème de sécurité dans le Nord, par exemple, il y a des sites aussi, des guides qui sont pratiquement, comme on dit, désœuvrés et qui ne savent pas quoi faire. Il faut dire qu'un guide, il y a d'abord la question de la vocation qui est là. Il y a la question de l'attachement au site. Et le guide ne peut pas se contenter de recevoir des visiteurs. Il y a tout un travail qu'il peut faire pour stimuler, pour accroître l'attractivité de la zone. Quand je prends par exemple celui qui a été consacré meilleur guide touristique de la région du Centre-Est, pour la zone touristique qu'il gère, qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé une ferme piscicole. Donc, ceux qui ont envie de pêcher, ceux qui ont envie d'aller se distraire, un peu de loisirs, ils vont tranquillement, ils font leur pêche. Mais c'est un guide. Il est cette initiative. Oui, mais donc, quand je prends par exemple dans les pays de l'Afrique de l'Est, comme le Kenya, je pense que quand même côté tourisme, surtout au niveau des guides, c'est vraiment assez dynamique. Pourquoi le Burkina, par exemple, ne se mettra pas, par exemple, à l'école de ces pays-là qui ont vraiment un tourisme assez important et un tourisme qui fait bouger pratiquement les autres secteurs? C'est ce que je suis en train de vous dire. La responsabilité du ministère, c'est de procéder à la sélection des personnes susceptibles d'être guides. Deuxièmement, c'est de procéder à leur formation. S'il y a des accompagnements à faire, je ne vois pas ce qu'on peut faire en plus de cela. Le reste, cela relève de la responsabilité personnelle du guide en question. Mais nous avons quand même des guides exceptionnels. Quand vous prenez le guide du mausolée de Tchoufa Mouro, mais il est exceptionnel. Vous prenez le guide, j'étais allé à Fada, celui qui nous a envoyé au niveau du Baobab, où il y a les traces. Où il y a les traces des sabots. Des sabots. Mais s'il vous dit comment ces traces ont été effectuées, vous allez on dirait que c'est un film que vous êtes en train de regarder. Monsieur le ministre, on vous a compris, donc c'est au guide de se battre. Maintenant, Monsieur le ministre, ce qu'on remarque également, c'est qu'on a quand même des sites touristiques de renommée internationale. Je vais citer donc les ruines de l'Oropénie, qui constituent donc notre seul site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Aujourd'hui, on est surpris de voir que le guide sur le site estime que le site même jusqu'à présent n'est pas encore sécurisé et qu'il y a toujours des risques, en tout cas que l'on perde des pans, en tout cas comment on appelle ça, du joyau. Et Emmanuel, là-dessus, je voudrais compléter, Monsieur le ministre. Il nous revient quand même qu'il n'y a pas de soutien de l'État pour poursuivre les fouilles, ce qui est quand même important pour davantage crédibiliser ce site. Et il y a aussi une réticence des agents de votre département à rejoindre le site où il y a déjà des bâtiments, mais qui demeurent inoccupés. Alors, bon, je pense que la question des ruines de l'Oropénie, pour ce que le guide a dit, il faut quand même relativiser. Okay.
le projet d'inscription des ruines de l'Européenie au patrimoine mondial de l'humanité avait préalablement échoué. Et l'échec était dû au fait que les travaux de stabilisation n'avaient pas été effectués avant 2009. Et c'est à l'issue de ça que le docteur Semporé a engagé un dossier qui a été structuré autour des travaux de stabilisation des ruines de l'Européenie. Ces travaux ont pris 2 mois, avec plus d'une vingtaine de travailleurs. Et ce travail de stabilisation a été fait, et c'est ça qui nous a valu l'inscription. Et ensuite, en plus de cela, le travail s'est poursuivi en 2011. Dans l'ensemble, la stabilisation ne se fait pas de façon désordonnée. Il y a d'abord des pathologies qu'il faut déceler dans la structure des ruines. Et en son temps, c'est 10 pathologies qui ont été décelées. Donc, c'est en fonction des spécificités de ces pathologies que le traitement est effectué. Quand vous prenez un arbre qui pousse à l'intérieur des ruines, selon que l'arbre a des racines profondes ou des racines latérales, il y a un traitement particulier. Ce n'est pas comme ça que le travail de stabilisation se fait. Dans le PNDS, nous avons prévu 2,2 milliards de francs CFA pour les ruines de l'Européenie qui prennent en compte la protection et la conservation, qui prennent en compte la promotion et qui prennent en compte également l'aménagement. Et c'est un travail qui se fait de façon périodique. Vous dites tout à l'heure que les travaux de recherche n'ont pas été faits. Mais rien que l'année passée, les chercheurs sont venus, une dizaine de chercheurs, notamment de France, de Côte d'Ivoire et autres. Mais des fouilles ont été menées. Il y a par exemple des céramiques qui ont été enlevées, il y a des éléments ferriques, notamment les lames de Daba et autres qui ont été enlevés, et certains transportés au Centre archéologique d'Europe pour être analysés et traités. Donc il y a un travail qui s'est fait. En termes de promotion, nous avons cette année au cours de l'année 2016, on a effectué le CROSS, notamment avec le soutien des forces armées. Mais vous avez vu toute la visibilité qui a été faite pendant cette période. Sans oublier les différents ouvrages qui sont édités à propos des ruines de l'Européenie. Il y a également les brochures qui existent. Donc il y a un travail qui s'est fait. Il y a l'aménagement qui a été fait. Au-delà du site de l'Européenie, on sait que le Burkina Faso regorge de sites touristiques qui valent le détour. Mais est-ce qu'il n'y a pas un véritable problème au niveau de la promotion? Parce qu'aujourd'hui, les sites touristiques, c'est à travers la participation à des salons internationaux, c'est à travers la promotion sur les grandes chaînes que l'on pourra faire venir les touristes. Mais est-ce que ce n'est pas là qu'il y a le problème? Est-ce qu'il n'y a pas manque, en tout cas, de financement pour la promotion du secteur touristique? Permettez-moi de dire, il y a un préalable. Le préalable, c'est de faire en sorte que la question de l'alerte sécuritaire soit traitée. On ne peut pas colorer notre pays avec des couleurs qui repoussent et vouloir faire un travail de promotion. Quand vous prenez les statistiques même au niveau du consulat général de France, en 2014, il y avait près de 12 000 visas de demande pour le Burkina. 2015, réduction à 9 000. Et en 2016, 8 000. Ça ne fait que baisser. Parce que simplement, il y a cette préoccupation. Tant qu'on ne va pas rassurer les touristes étrangers sur la fiabilité de la destination du Burkina, personne ne viendra. Moi, je me rappelle, si vous me permettez, peut-être que ce n'est pas un bon exemple, mais il faut que je le dise. Nous, on était en Côte d'Ivoire et quand j'avais 8 ans, mon père me dit que tu viendras à Gawa pour étudier. J'étais très heureux parce qu'il m'a dit que si tu viens là-bas, les maîtres ne frappent pas. Et en plus de cela, il y a assez d'espace pour s'amuser. On a commencé à applaudir. Et au moment où on se préparait pour venir, il y a un de nos oncles qui arrive. Il dit que vous partez à Gawa. On dit oui, mais c'est dangereux. Parce que là-bas, au moment où vous partez aux toilettes, vous ne devez pas regarder derrière. Parce que si vous regardez derrière, vous serez fléché. Moi, j'ai juré, j'ai dit, je ne viens pas. Donc, si la question de la sécurité n'est pas traitée de façon normale,
quels que soient les efforts de promotion que nous allons faire, les touristes ne viendront pas. Mais monsieur le ministre, pourquoi on se focalise tant sur les touristes qui viennent de l'extérieur? Parce que le tourisme local également, quand même, jusqu'à présent, est faiblement promu, disons. Ça, c'est un volet de la question. Pour le tourisme local, il y a une stratégie qui est là, notamment le projet Connecter mon beau pays. Nous avons des circuits touristiques que nous organisons, même pour les trésors du Faso. Nous avons organisé 13 circuits touristiques. Il y a des actions de visibilité qui vont être menées, il y a les actions de promotion, de communication qui vont être faites, les affiches et autres. Ça, c'est pour accroître le tourisme interne. Mais parlant du tourisme interne, si, en termes de communication, par exemple, à l'issue d'une attaque, si le traitement médiatique n'est pas bien fait, on entretient la psychose, on entretient la peur. Je vois mal des établissements en train de s'organiser pour aller visiter un site au Sahel avec toute l'information qui circule. Oui. Donc, il y a toute une stratégie qu'il faut prendre en compte avec, bien entendu, les actions de promotion que nous devrons engager. Oui, je pense que généralement, les médias quand même font un constat plus ou moins irréel sur le terrain. Je pense que plutôt la préoccupation, c'est surtout sur les réseaux sociaux, où quelquefois l'information n'est pas, comme on dit, recoupée et souvent. Et le problème, c'est qu'on ne sent pas un peu une action du ministère de la Culture pour au moins démentir et restituer un peu l'information. Mais à cet allure, le ministère va démentir tous les jours. Non, ici, il y a même la dernière rencontre de l'OMT, l'Organisation mondiale du tourisme, le thème central, c'était la communication de crise en cas d'attaque. Qu'est-ce qu'on constate? Quand il y a une attaque, il y a un traitement abondant et disproportionné de l'attaque. Souvent même, on rentre dans des détails qui choquent. Mais c'est l'objectif poursuivi par les terroristes. C'est leur objectif. Généralement, en France, qu'est-ce qui se passe? Quand il y a une attaque, la communication est axée autour de la solidarité envers les victimes. Donc, on demande à l'État d'être fort, on demande aux populations d'être forts, de ne pas céder, de ne pas capituler. Mais si on ne fait que ressasser une attaque pour dire, oui, ils ont frappé, il y a un dispositif qui est inopérant, ils sont toujours là, ils sont dangereux, ils vont encore être plus graves, mais ça ne va pas être productif. C'est pourquoi il faut être regardant. Peut-être qu'on peut envisager, le ministère peut envisager une formation des journalistes. Mais pour que peut-être la stratégie. Font leur travail jusqu'à présent. Oui, mais on ne dit pas que les journalistes ne font pas leur travail. Oui, mais monsieur le ministre. On dit simplement qu'on peut accroître la connaissance des journalistes sur le traitement de l'information en temps de crise, notamment en cas d'attaque et autres. Oui. Peut-être que ce n'est pas tous les journalistes aussi qui vont en bénéficier. Je pense que la communication de crise, c'est plutôt à l'endroit de vos communicateurs, de vos cellules de communication, parce que justement, je donne ce cours aussi à mes étudiants, mais si vous focalisez ça sur la presse, ce n'est pas évident que les journalistes fassent ce que vous voulez. Et justement, ce que nous voulons comprendre, pourquoi on peint chaque fois certaines parties de notre pays en rouge, alors que quelquefois les djihadistes aussi tapent, les terroristes tapent en plein cœur de Paris, et on ne met jamais Paris en rouge. Justement, c'est ce qu'on ne comprend pas, et apparemment les Africains ne réagissent pas. Non, je pense c'est un travail diplomatique qui se fait souvent sans bruit. Je vous donne l'information que, par exemple, l'équipage d'Air France qui sautait Ouagadougou pour aller passer la nuit à Abidjan, ce problème va être résolu d'ici le mois de mars. Mais c'est un travail assez dynamique qui a été fait avec l'appui du ministre d'État, Simon Comporé, le ministère du Transport, le ministère de la Culture, pour que cela soit réalité. La question des colorations, c'est un travail diplomatique. Et permettez-moi de dire, aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'il y a une attaque que le secteur touristique doit être paralysé. Vous avez bien pris un bon exemple. La France de 2015 à maintenant, elle a perdu 250 personnes. L'attaque la plus meurtrière, c'était en novembre, avec 130 morts.
Mais la France constitue toujours la première destination touristique du monde. Mais ça veut dire que cela est lié à une autre stratégie. Monsieur le ministre, on vous a compris. Il y a également une question importante quand même qui a été soulevée concernant le classement des restaurants et hôtels pour assurer donc le contrôle de la qualité. À ce niveau, est-ce que ce n'est pas également un impératif? Parce que le tourisme se développe avec de bonnes infrastructures d'accueil, notamment les hôtels, mais également de bons restaurants. Touristiques aussi. Oui, ce travail est engagé. Le classement des hôtels et des restaurants, ce travail est engagé. Et nous comptons l'achever en 2017. Et concrètement, ce classement, ça veut dire en quoi ça consiste à l'heure actuelle? C'est une mise à niveau de ces structures par rapport aux normes établies. Donc, un restaurant qui ne fonctionne pas conformément aux normes hygiéniques et autres, mais naturellement va subir les conséquences de la loi. Il va de même pour les établissements d'hébergement touristique. Ok, l'émission malheureusement tire vers sa fin. Nous n'allons pas, en tout cas, bouder notre plaisir de vous poser certaines questions d'ordre divers. Alors, au sein de votre département, monsieur le ministre, tout le monde n'est pas content de votre gestion. Alors, il y a certains qui vous accusent, en tout cas, d'avoir une gestion, disons, politique, en tout cas en faisant peut-être des faveurs à vos amis. Alors, quelle est la réponse que vous pouvez apporter à ces griefs-là? Une telle réponse ne peut être donnée tant que la question n'est pas claire. Il faut qu'on me dise c'est qui j'ai favorisé dans les nominations. La plupart de ceux que moi j'ai nommés, je suis venu les trouver. La plupart. Donc, posez-moi une question précise, je vous répondrai de façon précise. On a vos amis, par exemple, du parent, qui sont quand même votre chargé de communication, ou en tout cas votre directeur de campagne, disons, qui est avec vous au niveau du ministère, pour ne citer que cet exemple. Et en plus... Attendez, il ne faut pas qu'on se précipite. Vous connaissez, moi, mon directeur de campagne, c'est qui? Je parle bien sûr du DG du Sénasa, qui était donc à vos côtés. Il était mon directeur de campagne? En tout cas, il était candidat à l'élection présidentielle et qui a décidé de renoncer à sa candidature pour m'accompagner. Mon directeur de campagne, c'était Toé Carlos. Toé Carlos est loin, il peut faire 2-3 mois sans même passer au ministère. ZS, c'est un artiste. Il fait partie du monde artistique. Il a une expérience. Il a été responsabilisé au niveau du Sénasa. Il a fait un travail de qualité en termes de réflexion de cette infrastructure, en termes de réhabilitation de ces infrastructures, mais il n'y a pas de raison pour qu'on ne puisse pas lui faire confiance. Moi, j'ai dit récemment, au niveau du Sénasa, j'ai dit à ZS, il vient de réussir la mission de réhabiliter une structure en tant qu'architecte. Maintenant, l'autre défi, c'est la gestion. Oui. Et si il savait qu'il est défaillant, je serais le premier à le flageller publiquement. Je l'ai dit. Oui. À moins que vous ayez d'autres exemples. Je suis très surpris par ce que vous me dites. En fait, justement, il y a beaucoup de choses qui se disent dans les coulisses. Et justement, récemment, il y a quand même il nous est revenu que pour la plupart de vos directeurs régionaux, justement, la condition, c'est de prendre la carte politique, la carte du parent. Bon, vous voyez, ce genre de questions embarrassent. Oui. Puisque vous ne donnez pas des exemples. C'est l'occasion pour vous de vous... Donnez-moi un seul directeur régional. Les directeurs régionaux qui ont été responsabilisés, je ne les connais pas. La plupart ont été confirmés. Je ne les connais pas. Et quel est ce directeur régional qui a pris la carte du parent? Moi, je ne comprends pas. Alors, monsieur le ministre, donnez un seul exemple. Peut-être pour finir, il y a eu à une certaine époque un certain sondage qui faisait de vous le premier de la classe du gouvernement, en tout cas actuellement, en termes d'activité, en termes de visibilité. Alors, comment vous avez réagi? Comment vous avez accueilli peut-être ce sondage? Bon, moi j'ai toujours dit, les sondages, c'est une reproduction ponctuelle de la réalité pendant un certain moment donné. Ça ne m'engage pas. Moi, je suis sur le terrain. Je veux atteindre un certain nombre d'objectifs avec mon équipe. Deuxièmement, j'estime que le travail qui a été fait est largement inférieur à ce qui doit être encore fait.
Un lion ne doit pas se féliciter parce qu'il a tué une mouche. Il y a assez de travail à faire et je vais me concentrer à ça. Troisièmement, je vous dis sincèrement, je ne suis pas le plus grand travailleur de ce gouvernement. Monsieur Simon Compaoré vient à 4h du matin au bureau. Moi, je viens généralement à 6h30. Vous prenez une dame comme Rosine Koulibaly, elle bosse, elle prend ses paraffeurs, elle va à la maison la nuit, elle traite, le lendemain, elle est là. Moi, je ne suis pas le plus grand bosseur. Il y a un certain nombre de missions que j'essaie d'exécuter avec, Dieu merci, des ressources humaines vraiment de qualité. Nous avons des travailleurs engagés, conscients de leur mission, qui ne demandent pas grand-chose, mais qui s'engagent à fond. Et c'est avec eux qu'on essaie de relever sans grands moyens les défis qui s'imposent à nous. Merci, monsieur le ministre. Je pense que, à moins que si... Oui, juste une petite question, parce que ça va quand même faire plaisir à nos amis plasticiens. Justement, on a constaté un phénomène. Ça veut dire, lors des manifestations de rue, la réponse, les gens s'en prennent aux monuments. Et quelquefois aussi, lors des campagnes électorales, il y a vraiment les pavages sauvages des affiches. Et on a vu du côté de Bobo vraiment des situations assez alarmantes. Alors vous, en tant que ministre de la Culture, protecteur quand même du patrimoine culturel, alors comment vous réagissez à tout cela? La réponse est simple, c'est l'éducation. Ouais. Si on arrive à réussir le projet d'introduction de la culture, des arts dans les différentes zones d'enseignement, on ne va plus parler de ces gens d'incivisme, de ces gens de dérive. L'éducation, c'est la première condition pour avoir des hommes et des femmes conscients de leur mission, des patriotes, des personnes attachées à des valeurs. Et c'est avec ces personnes qu'on peut construire une nation forte, une nation digne. Mais et côté politique, ils ne sont pas tout de même des enfants? Oui, mais côté politique, ce n'est pas les leaders des partis politiques qui font ce travail. Oui. C'est des militants. Oui. Mais une fois de plus, c'est le point de la formation qui est posé. Parce qu'ils n'arrivent pas à prendre conscience de la nécessité, de l'obligation morale de protéger de tels sites. Et quand c'est comme ça, vous voulez qu'on fasse quoi? Il faut éduquer, il faut sensibiliser. Merci, monsieur le ministre, on vous aura compris. Malheureusement, notre émission donc, est arrivée à son terme. Ouais. Merci encore pour votre disponibilité. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce numéro de votre émission Dialogue avec le gouvernement qui recevait donc le ministre Tahirou Barry de la Culture, des Arts et du Tourisme. Merci pour votre attention et à bientôt.